Le bébé millionnaire ne mangeait rien. La femme de ménage lui a donné du lait maternel et il a été sauvé. Le bébé de l'homme le plus riche de Toronto était resté 5 jours sans manger et personne ne savait qu'il allait mourir dans mes bras cette nuit-là. Telles étaient les paroles qu'Émilie Dubois n'aurait jamais imaginé devoir prononcer devant un juge. Mais à l'aube du 15 octobre, alors qu'elle nettoyait les planchers de marbre du manoir Sterling dans le quartier exclusif de Bridle Path, tout a changé à jamais. Émilie avait 24 ans et travaillait depuis seulement 3 mois comme employée de maison dans cette imposante résidence de 3 étages, avec des jardins dignes d'un magazine européen et des fontaines d'eau coûtant plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Elle venait d'un petit village du Nouveau-Brunswick, où la pauvreté lui avait appris à valoriser chaque dollar, chaque opportunité. 6 semaines auparavant, elle avait donné naissance à une fille, une belle petite Amélie qui n'avait respiré que 4 heures avant que Dieu ne décide de la lui prendre. Les médecins de l'hôpital général de Toronto, TGH, avaient diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Émilie sentait encore le poids de ses bras vides, le silence là où il aurait dû y avoir des pleurs, le lait que son corps continuait de produire sans personne à nourrir. Elle avait désespérément besoin d'argent. Les dettes des funérailles, le loyer de son minuscule appartement à Scarborough, la pension qu'elle envoyait à sa mère malade dans sa ville natale. C'est pourquoi elle avait accepté ce travail chez les Sterling, malgré la douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait les berceaux de luxe dans la chambre du nouvel héritier. David Sterling était le propriétaire de Sterling Global Investments, un empire d'investissement immobilier évalué à plus de 300 millions de dollars canadiens. Son visage apparaissait fréquemment en couverture du foie Globe and Mail foie et du foie National Post. Un homme de 42 ans, aux cheveux foncés agrémentés de quelques mèches grises distinguées, à la mâchoire forte et aux yeux gris qui intimidaient quiconque croisait son chemin. Son épouse, Victoria Thorne Sterling, était tout ce qu'Émilie n'était pas. Grande, mince, avec cet air de supériorité que seule la richesse héritée peut donner. Elle venait d'une famille aristocratique de Montréal et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son monde tournait autour d'événements caritatifs, de spas exclusifs et de dîners dans des restaurants étoilés. Ils avaient eu leur premier fils il y a seulement 2 semaines, Benjamin Sterling Thorne, un bébé qui aurait dû être la joie de cette famille parfaite, mais qui devenait leur pire cauchemar. Cette nuit-là, Émilie passait l'aspirateur dans le couloir du 2e étage lorsqu'elle entendit des cris. Il était 2 heures du matin. Il provenait de la chambre principale. « Je n'en peux plus, David. Je n'en peux plus. Ce bébé est en train de ruiner ma vie. » La voix de Victoria était hystérique, au bord de l'effondrement. « Calme-toi, s'il te plaît. » Les médecins ont dit qu'ils trouveraient une solution. La voix de David était fatiguée, vaincue. Il est resté 5 jours sans manger. « Combien de formules avons-nous essayé? 12? 20? Il les rejette toutes. Il est en train de mourir, et tu me demandes de me calmer. » Émilie resta paralysée. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec le bébé. Au cours des derniers jours, elle avait remarqué le défilé constant de pédiatres, de nutritionnistes spécialisés et même un gastro-entérologue pour enfants venus de l'hôpital Sick Kids. Les Dubois nous ont invités à Vancouver ce week-end. Te rends-tu compte que je ne peux pas y aller? Te rends-tu compte que je dois tout annuler parce que ce bébé ne veut pas manger? Victoria sanglotait, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses pleurs. Ils ne ressemblaient pas à ceux d'une mère inquiète, mais à ceux de quelqu'un d'agacé, de plein de ressentiment. Victoria, c'est notre fils. C'est ton fils. Je ne voulais pas tomber enceinte tout de suite. Tu as insisté. Tu as dit que nous avions besoin d'un héritier pour l'entreprise afin de conclure l'accord avec les investisseurs de Dubaï. C'était ton idée. Émilie sentit des nausées. Comment une mère pouvait-elle parler ainsi de son propre bébé? Elle donnerait n'importe quoi, tout, pour retrouver sa petite Amélie dans ses bras. Soudain, un pleur faible, très faible. C'était le bébé. Ça recommence. Je n'en peux plus. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Fais quelque chose, toi. Victoria sortit en claquant la porte, passant devant Émilie sans même la regarder, dans sa robe de chambre en soie ivoire et ses pantoufles de créateur. Émilie attendit quelques minutes. Les pleurs du bébé continuaient, de plus en plus faibles, de plus en plus désespérés. C'était un son qui lui déchirait l'âme. Elle connaissait ses pleurs. C'étaient les pleurs d'un enfant qui avait faim, qui avait besoin d'être nourri, qui avait besoin de sa mère. Mais sa mère était allée dormir. Elle prit une décision qui allait tout changer. Elle s'approcha de la porte de la chambre principale et frappa doucement. « Monsieur Sterling, excusez-moi, avez-vous besoin d'aide ?» David ouvrit la porte. Il avait les yeux rougis, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée. Il berçait maladroitement le bébé contre sa poitrine. «
Benjamin était si petit, si fragile. Sa peau avait pris une teinte pâle et inquiétante. « Émilie, je ne sais pas quoi faire. Il ne mange pas. Rien ne fonctionne. Les médecins ont dit que s'il n'acceptait pas de nourriture bientôt. » Sa voix se brisa. Cet homme puissant, capable de déplacer des millions avec une signature, s'effondrait face à l'impuissance de ne pas pouvoir sauver son fils. « Puis-je essayer quelque chose, monsieur ?» Émilie tendit les bras instinctivement. David la regarda, surpris, mais le désespoir prit le dessus. Il lui remit le bébé. Dès qu'Émilie prit Benjamin dans ses bras, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait perdu Amélie. Une connexion. Le bébé cessa de pleurer un instant et ouvrit ses petits yeux sombres, la regardant comme s'il la reconnaissait, comme s'il savait qu'elle comprenait sa douleur, sa faim, son besoin. « Monsieur Sterling, j'ai eu un bébé il y a 6 semaines. Elle est morte quelques heures après sa naissance. » Émilie sentit les larmes couler sur ses joues. « Mon corps produit encore du lait. Si vous me permettez, si les médecins ne trouvent pas d'autre solution, je pourrais essayer de l'allaiter, juste pour cette nuit, juste pour qu'il ait quelque chose dans l'estomac. » David resta sous le choc, regardant Émilie. Puis le bébé, puis Émilie à nouveau. 1000 pensées devaient traverser son esprit. Le protocole, les classes sociales, ce que dirait sa femme, ce que penserait la société torontoise. Mais il regarda alors son fils, ce bébé qui refusait toute nourriture depuis 5 jours, qui s'affaiblissait d'heure en heure, que les meilleurs pédiatres du Canada ne parvenaient pas à sauver. « S'il vous plaît, » murmura David, « sauvez mon fils. » Émilie acquiesça. Le bébé dans ses bras, elle se dirigea vers le canapé de la chambre, s'assit et, d'une main tremblante, ajusta le chemisier de son uniforme bleu. Elle rapprocha le petit Benjamin de sa poitrine. Ce qui se produisit ensuite fut un miracle. Le bébé se mit immédiatement à téter. Avec une force que personne n'aurait imaginée dans son petit corps affaibli, il commença à téter, à se nourrir, à vivre. David se laissa tomber sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Il pleurait. Il pleurait de soulagement, de gratitude, d'émotions qu'il ne savait comment gérer. Émilie regardait le bébé pendant qu'elle l'allaitait, sentant ce vide terrible dans sa poitrine commencer à se remplir à nouveau. Ce n'était pas Amélie, elle ne pourrait jamais remplacer sa fille. Mais à ce moment-là, tenant cet enfant qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui donner la vie, elle sentit que juste peu être, ils pourraient se sauver mutuellement. Benjamin mangea pendant 20 minutes. Lorsqu'il se sépara enfin, ses lèvres étaient humides de lait et une expression de paix absolue illuminait son petit visage. Il s'endormit dans les bras d'Émilie, respirant profondément, calmement. Pour la première fois en 5 jours, le bébé millionnaire était rassasié. Mais aucun des deux, ni David ni Émilie, n'imaginait que cet acte d'amour désespéré allait déclencher une tempête qui détruirait des secrets, révélerait des mensonges et opposerait 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Car Victoria, Thorne Sterling n'allait pas permettre qu'une simple employée de maison devienne le salut de son fils. Et il y avait autre chose, quelque chose que David ignorait encore, quelque chose que Victoria avait jalousement caché pendant tous ces mois de grossesse. Le petit Benjamin cachait un secret dans son sang. Un secret qui expliquait pourquoi il avait refusé toute nourriture, sauf celle d'Émilie. Mais cela restait à découvrir. La lumière de l'aube pénétrait par les grandes fenêtres du manoir Sterling lorsque Victoria se réveilla dans la chambre d'amis. Il était 7 heures du matin et, pour la première fois depuis près d'une semaine, elle avait réussi à dormir 6 heures d'affilée, sans interruption, sans les pleurs constants de Benjamin, sans les appels de médecins, sans la pression suffocante de se sentir observée, jugée, pointée du doigt comme une mère incompétente. Elle se regarda dans le miroir, 38 ans, mais en paraissant moins grasse aux traitements faciaux mensuels à la clinique esthétique de Yorkville. Ses cheveux blonds parfaitement lissés, sa peau sans une ride grâce au botox stratégique. Elle avait retrouvé sa silhouette d'avant-grossesse en un temps record, s'entraînant 3 heures par jour avec son entraîneur personnel. La grossesse avait été un cauchemar, non pas à cause des nausées ou des fringales, mais parce qu'elle signifiait perdre le contrôle de son corps, de son image, de sa vie sociale. David avait tellement insisté pour avoir un héritier. Les investisseurs de Dubaï veulent voir une stabilité familiale, disait-il. Nous devons montrer une continuité dans l'entreprise. Pour Victoria, Benjamin était plus une exigence commerciale qu'un enfant désiré. Elle enfila sa robe de chambre en cachemire importée d'Italie et se dirigea pieds nus vers la chambre principale. Elle s'attendait à trouver David épuisé, le bébé pleurant comme d'habitude, le même chaos habituel. Mais ce qu'elle vit la laissa paralysée. David dormait sur le fauteuil près de la fenêtre avec une couverture sur les jambes et,
Dans la berceuse en chêne coûtant 3000 $, Émilie, l'employée de maison, tenait Benjamin contre sa poitrine. Le bébé dormait profondément, les joues roses, respirant tranquillement. Sur la table d'appoint, il y avait un moniteur de fréquence cardiaque qu'un médecin avait dû laisser, affichant des signes vitaux tout à fait normaux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Victoria résonna comme un fouet dans le silence de la pièce. David se réveilla en sursaut. Émilie ouvrit les yeux, effrayée, serrant instinctivement le bébé contre elle dans un geste protecteur. « Victoria, je peux expliquer. » David se leva rapidement. « Expliquer quoi? Pourquoi cette femme est-elle dans notre chambre? Pourquoi a-t-elle mon fils ?» Victoria s'avança, les poings serrés, son visage habituellement contrôlé, maintenant déformé par la fureur. Le bébé était en train de mourir. Benjamin était resté 5 jours sans manger. Aucune formule ne fonctionnait. Émilie. Elle a offert son aide. Quel genre d'aide? Victoria regarda Émilie avec un mépris absolu. Elle remarqua alors le chemisier de l'uniforme légèrement ouvert, les taches de lait sur le tissu, et comprit. Non, non, non. Tu ne me dis pas que tu as permis à cet employé d'allaiter notre fils. Tu es devenu complètement fou. Je lui sauvai la vie. Tu ne comprends pas. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Le docteur. Mackenzie a dit que s'il ne mangeait pas bientôt, nous devrions l'hospitaliser avec une alimentation intraveineuse. Il aurait pu subir des dommages permanents. Alors tu l'aurais emmené à l'hôpital, mais pas ça. As-tu une idée de ce que les gens vont dire s'ils l'apprennent? Les Thorne, les investisseurs, nos amis. Ce sera un scandale. Émilie se leva lentement, Benjamin toujours endormi dans ses bras. Sa voix sonna plus ferme qu'elle ne se sentait. « Madame Sterling, je voulais juste aider. Le bébé avait faim. J'ai perdu ma fille récemment, et mon corps produit encore du lait. Je n'avais pas l'intention de vous offenser ni de causer de problème. Je voulais juste que l'enfant vive. » Victoria la regarda de haut en bas avec ce dédain que seule une personne élevée dans la richesse peut perfectionner. « Ta fille. Quelle coïncidence. Et qui m'assure que tu n'as pas de maladie? De drogue dans ton système? D'alcool? Nous ne savons rien de toi, de ta vie, de ton peuple. Victoria, ça suffit. » David s'interposa entre les deux femmes. « Émilie a passé tous les examens médicaux lorsque nous l'avons embauchée. Elle est en parfaite santé. Et grâce à elle, notre fils est vivant et bien nourri pour la première fois en près d'une semaine. » Comme pour confirmer les paroles de son père, Benjamin s'étira dans les bras d'Émilie et émit un petit son satisfait, sans se réveiller. Il était complètement différent du bébé pâle et affaibli de la nuit précédente. Il avait de la couleur sur les joues, respirait profondément, et avait même pris un peu de poids en ces quelques heures. Victoria serra la mâchoire. Elle détestait l'admettre, mais David avait raison. Le bébé avait l'air mieux, beaucoup mieux. « Très bien, » dit-elle finalement d'une voix froide. « Mais ça s'arrête maintenant. J'appelle le docteur Moreau, le pédiatre des grandes familles. S'il y a quelqu'un qui peut trouver une formule qui fonctionne, c'est lui. Nous n'avons pas besoin des services alternatifs de l'employé. Maman. » Une voix enfantine résonna depuis la porte. C'était Chloé, la fille de 7 ans du premier mariage de David. Une petite fille mince aux cheveux foncés et aux yeux curieux, identiques à ceux de son père. « Pourquoi criez-vous? Vous avez réveillé le bébé Benjamin. Retourne dans ta chambre, Chloé, » ordonna Victoria avec dureté. Elle n'avait jamais eu de lien avec la fille de David, cet enfant qui lui rappelait constamment qu'elle n'était pas la première épouse, la première famille. « Mais je veux voir mon petit frère. Papa a dit qu'il était malade. » David se dirigea vers sa fille et la serra dans ses bras. « Il va mieux, princesse. Beaucoup mieux. Mademoiselle Dubois l'a aidé. » Chloé regarda Émilie avec ses yeux profonds qui semblaient en voir plus qu'une enfant de 7 ans ne devrait. « C'est toi qui as guéri mon petit frère ?» Émilie acquiesça avec un sourire triste. « Je l'ai juste nourri, ma petite, comme font les mamans, » dit Chloé avec innocence. Puis elle regarda Victoria. « Pourquoi tu ne l'as pas nourri, toi ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Victoria devint rigide, son visage rougissant de honte et de colère. David se racla la gorge, mal à l'aise. Émilie baissa les yeux. « Parce qu'il y a différentes façons de nourrir un bébé, Chloé, » dit finalement David. « Parfois, nous utilisons des biberons avec une formule spéciale. Victoria avait. Elle avait des complications médicales qui l'empêchaient d'allaiter. C'était un mensonge. Tout le monde dans cette pièce le savait. Victoria avait rejeté l'idée d'allaiter dès le premier instant. Ça ruine la poitrine, avait-elle dit, et en plus, c'est primitif. Les formules modernes existent pour ça. Mais les formules modernes n'avaient pas fonctionné avec Benjamin. À ce moment-là, le bébé se réveilla, ouvrit ses petits yeux et regarda autour de lui, désorienté. Lorsque son regard se posa sur Émilie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il sourit,
Un petit sourire, à peine perceptible, mais réel, et tendit sa petite main vers le visage d'Émilie. « Il a encore faim », murmura Émilie. Elle connaissait les signes, le mouvement de la bouche, le petit son, la façon dont il cherchait avec la tête. « Donne-lui le biberon, qui est dans le chauffe-biberon », ordonna Victoria sèchement. « S'il a mangé hier soir, il mangera maintenant dans un biberon normal. » David prépara le biberon avec la formule la plus chère du marché, importée de Suisse. Il l'offrit à Benjamin. Le bébé la rejeta immédiatement, tournant la tête, commençant à pleurer de frustration. Ils essayèrent une autre marque, une autre température, une autre position. Rien ne fonctionnait. Benjamin pleurait de plus en plus fort, arquant son petit corps, devenant rouge d'effort. C'étaient les mêmes pleurs désespérés des 5 derniers jours. « S'il te plaît, » dit David, regardant Émilie avec supplication dans les yeux. Une fois de plus, juste jusqu'à ce que le docteur Moreau arrive. Victoria allait protester, mais Chloé la devança. « Laisse-la, maman Victoria. Le bébé a faim, il va encore tomber malade. » Il y avait quelque chose dans la voix de l'enfant, une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Victoria la regarda avec irritation, mais ne dit rien. Émilie s'assit à nouveau dans la berceuse. Avec des mouvements doux et naturels, elle rapprocha le bébé de sa poitrine. Benjamin se calma instantanément et commença à se nourrir. Ses petits poings se détendirent. Sa respiration devint profonde et régulière. David soupira de soulagement. Chloé sourit. Victoria quitta la pièce en claquant la porte. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Madame Marie Leblanc, la gouvernante de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis 20 ans, avait tout entendu depuis le couloir, et Marie avait une nièce qui travaillait pour Canadiana Life Magazine. Le lendemain après-midi, tout Toronto parlerait du scandale au manoir Sterling, mais il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Pendant que Benjamin se nourrissait paisiblement dans les bras d'Émilie, dans une clinique privée de l'autre côté de la ville, le docteur Julien Moreau examinait les résultats des analyses de sang qu'il avait prélevées sur le bébé quelques jours auparavant. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait les données sur l'écran de son ordinateur. Le groupe sanguin de Benjamin ne correspondait pas à celui de ses parents, ce qui était génétiquement impossible, à moins que l'un d'eux ne soit pas réellement son père biologique. Et le docteur Moreau venait de découvrir qui était le véritable père de Benjamin Sterling Thorne. Il prit le téléphone d'une main tremblante et composa un numéro qu'il avait enregistré depuis des mois, un numéro qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. « Bonjour », dit-il lorsqu'on lui répondit de l'autre côté. « J'ai besoin de parler à Monsieur Liam O'Connell. Dites-lui que j'ai des informations sur son fils. » Au manoir Sterling, tandis que le soleil d'octobre pénétrait par les fenêtres, illuminant le visage paisible de Benjamin, personne n'imaginait que la vérité était sur le point d'éclater et que, lorsqu'elle le ferait, elle détruirait tout sur son passage. Liam O'Connell reçut l'appel du docteur Moreau alors qu'il déjeunait au restaurant Halo, l'un des établissements les plus prestigieux de Toronto. Il était l'associé majoritaire d'Investissement Maritime, le principal concurrent de Sterling Global Investments, un homme de 45 ans, aux cheveux châtains, à la carrure athlétique et à un sourire qui avait conquis des dizaines de femmes mariées de la haute société torontoise, y compris Victoria Thorne Sterling. « Êtes-vous absolument certain ?» demanda Liam à voix basse, s'éloignant de sa table vers les toilettes privées du restaurant. « Les analyses ne mentent pas, Monsieur O'Connell. Le groupe sanguin AB négatif du bébé ne peut provenir que de vos gènes. David Sterling est O positif. Il est biologiquement impossible qu'il soit le père. » Liam s'appuya contre le mur de marbre, digérant l'information. Il y a 10 mois, il avait eu une liaison tumultueuse avec Victoria. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de bienfaisance à l'hôtel Le Germain. Elle s'ennuyait dans son mariage parfait et prévisible. Il était fasciné par l'idée de conquérir la femme de son plus grand rival commercial. Ce qui avait commencé comme un jeu dangereux était devenu des rencontres hebdomadaires dans un appartement discret à Rosedale. Victoria lui avait dit qu'elle prenait des contraceptifs. Elle avait manifestement menti ou avait été négligente. « Combien de personnes sont au courant ?» demanda Liam. « Pour l'instant, seulement moi. Mais je dois remettre le rapport complet à l'hôpital. C'est le protocole en cas d'incompatibilité sanguine. Quelqu'un d'autre le verra tôt ou tard. Combien voulez-vous » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis le docteur Moreau mentionna un chiffre. 50 000 $ canadiens pour son silence et pour modifier les dossiers médicaux. « C'est fait », dit Liam. « Je vous transfère l'argent cet après-midi. Mais écoutez-moi bien, Moreau. Si un seul mot de cela filtre, non seulement vous perdrez votre permis de pratique, mais j'ai des contacts qui peuvent vous rendre la vie très difficile. Compris ? Compris, Monsieur O'Connell.
Liam raccrocha et se regarda dans le miroir. Il avait un fils, un héritier. Le bébé qui portait le nom de Sterling était le sien. L'ironie était délicieuse et terrifiante à la fois. Pendant ce temps, au manoir de Bridle Path, Emily avait été temporairement transférée dans une chambre de service au même étage que la pouponnière de Benjamin. David avait insisté. Si le bébé n'acceptait que son lait, il devait l'avoir près de lui 24 heures sur 24. Victoria avait explosé à cette suggestion. « Tu as l'intention que cette femme vive à notre étage, dans les chambres familiales ? C'est temporaire, Victoria. Juste jusqu'à ce que nous trouvions une solution. La solution est de trouver une formule qui fonctionne. Le docteur Moreau vient demain. Il résoudra ça. » Mais au fond, Victoria savait qu'aucune formule ne fonctionnerait. Il y avait quelque chose chez Benjamin, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qui le connectait à Emily d'une manière inexplicable. Cette nuit-là, alors qu'Emily nourrissait Benjamin pour la 5e fois de la journée, David entra dans la chambre avec 2 tasses de tisane. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, » dit-il en lui en offrant une, de la tille. Ma grand-mère disait que ça aidait à la production de lait. Emily accepta la tasse avec un sourire timide. « Merci, monsieur Sterling, c'est très gentil. Appelle-moi David, s'il te plaît. Après tout ce que tu as fait pour mon fils, je crois que nous pouvons nous passer des formalités. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Pour la première fois, Emily le vit sans le costume d'homme d'affaires, sans le masque du puissant magnat. Il portait un jean et une chemise simple. Il avait l'air fatigué, vulnérable, humain. « Comment s'appelait ta fille ?» demanda David doucement. Emily sentit le nœud familier dans sa gorge. Amélie. Amélie Dubois est née le 28 août, à 3 heures du matin. Elle pesait 9 kilos. Elle avait les cheveux noirs comme moi, et les yeux. Je n'ai jamais su de quelle couleur ils seraient. Elle les a fermés avant que je puisse bien les voir. Je suis tellement désolé, Emily. Je ne peux pas imaginer cette douleur. C'est comme si une partie de moi était morte avec elle. Les médecins ont dit que son cœur n'était pas bien formé, qu'il n'y avait rien à faire. Mais je l'ai senti bouger en moi pendant 9 mois. J'ai entendu ses battements. J'ai rêvé de son avenir, et puis, en l'espace de quelques heures, tout a disparu. David se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Le père. Il n'y a pas de père ? Eh bien si, mais il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. C'était un serveur dans le restaurant où je travaillais avant. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune. Il avait 26 ans. Émilie rit sans humour. J'en avais 24, et j'étais terrifiée, mais je ne me suis pas enfuie. Tu es très courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je fais juste ce que je dois faire pour survivre, comme venir à Toronto, travailler chez des étrangers, nettoyer les toilettes de gens qui ne me regardent même pas dans les yeux. Je te regarde dans les yeux, dit David. Et c'était vrai. Ses yeux gris l'observaient avec une intensité qui la mettait mal à l'aise et la réconfortait à la fois. Benjamin finit de manger et rôta doucement. Émilie rit et le berça dans ses bras. Le bébé la regardait avec une adoration absolue, ses petits doigts s'accrochant à son chemisier bleu. « C'est étrange », murmura Émilie. « Quand je le nourris, j'ai l'impression que Amélie est là d'une certaine manière. Comme si, à travers Benjamin, elle continuait de vivre un peu. » David déglutit. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène. Cette jeune femme qui avait tout perdu, donnant la vie à son fils avec une générosité qu'elle n'avait aucune obligation d'offrir. « Je te payerai davantage, dit-il soudain. Le triple de ton salaire actuel et tu auras une assurance maladie privée, des vacances payées, tout ce dont tu as besoin. Vous n'avez pas à faire cela, monsieur David. Je le fais parce que je veux aider. Je sais, et c'est précisément pour cela que je veux le faire. Tu es. » Il chercha les mots justes. « Tu es exactement le genre de personne dont Benjamin a besoin dans sa vie. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Victoria, vêtue d'un ensemble de sport Lululemon, qui coûtait plus que le salaire mensuel d'Emily. Elle revenait de son cours de pilates privé. « Quelle scène émouvante !» dit-elle avec sarcasme. Le maître de maison qui prend le thé avec l'employé. « Quelle est la prochaine étape, David ? Dîner ensemble ? Peut être allé au théâtre ? Victoria, ne commence pas. » Non, David, ne commence pas. C'est déjà assez humiliant que cette femme allaite notre fils. Maintenant, tu dois aussi en faire ta confidente. Émilie se leva, Benjamin endormi contre son épaule. « Excusez-moi, madame. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes. Je vais ramener le bébé dans son berceau. » Mais Victoria lui bloqua le passage. « Tu sais quoi ? J'en ai marre de ça. Marre de te voir dans ma maison, à mon étage, avec mon fils. Demain, le docteur. Moreau vient, et quand il aura trouvé la solution, tu retourneras nettoyer les planchers. C'est à ça que tu sers. Victoria, ça suffit.
David se leva, furieux. Émilie est la raison pour laquelle notre fils est en vie. Montre un peu de gratitude. De la gratitude? Pourquoi? Pour avoir fait quelque chose que j'aurais dû faire. Merci de me rappeler constamment que j'ai échoué en tant que mère. Personne ne dit ça. Ils n'ont pas besoin de le dire. Je le vois dans les yeux de tout le monde, dans les tiens, dans ceux de ta fille Chloé, dans ceux des employés. Tout le monde pense que je suis une mère terrible, parce que mon fils n'a pas voulu de mon lait. Pour la première fois, Émilie vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans les yeux de Victoria. Ce n'était pas seulement de l'arrogance ou de la cruauté. Il y avait de la douleur là, de la honte, le genre de blessure qui vient du sentiment d'inadéquation dans la seule chose qu'une femme est censée faire naturellement. « Madame Sterling », dit Émilie doucement, « personne ne pense ça. Parfois, les bébés sont difficiles. Ma cousine a eu le même problème avec son fils. Cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise mère. Je n'ai pas besoin de ta compassion, cracha Victoria. Et je n'ai certainement pas besoin de tes conseils de maternité. Tu as perdu ton bébé. Moi, j'ai toujours le mien. Nous ne sommes pas pareils. » Les mots tombèrent comme des couteaux. Émilie pâlit, ressentant chaque syllabe comme une gifle physique. David resta paralysé par la cruauté absolue de la déclaration. « Sors d'ici, Victoria », dit David d'une voix dangereusement basse. « C'est ma maison. C'est notre maison. Et je ne tolérerai pas que tu parles ainsi à quelqu'un qui n'a fait preuve que de bonté. Sors avant que je ne dise quelque chose que je regretterai. » Victoria les regarda tous les deux avec une haine pure. Puis son expression changea pour quelque chose de plus calculateur, de plus dangereux. « Très bien, je pars. Mais sachez ceci, demain, quand le docteur Moreau viendra, j'exigerai une enquête complète. Je veux des analyses de sang, des tests toxicologiques, un casier judiciaire. Si cette femme doit être près de mon fils, je vais m'assurer qu'il n'y a rien de louche dans son passé. » « Il n'y a rien de louche, » dit Émilie avec dignité. « Vous pouvez enquêter sur ce que vous voulez. Oh, je le ferai. Et quand je trouverai quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose avec les gens comme toi, je te ferai sortir de cette maison et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans une résidence décente à Toronto. » Elle sortit en claquant la porte si fort que Benjamin se réveilla et commença à pleurer. Tandis qu'Émilie le calmait en le berçant doucement, David resta figé, fixant la porte fermée. Leur mariage n'était qu'une façade depuis des années. Mais maintenant, les fissures se transformaient en gouffres. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marie, la gouvernante, avait entendu toute la conversation. Et cette même nuit, sa nièce publierait un article sur le portail numérique de foi Canadiana Life Magazine, Scandale, dans la haute société. L'épouse du magnat David Sterling refuse d'allaiter son fils. Une employée de maison devient la nourrice de l'héritier millionnaire. Le lendemain matin, le téléphone de David ne cesserait de sonner, et Liam O'Connell lirait la nouvelle au petit déjeuner, souriant de satisfaction. Son plan prenait forme. Bientôt, très bientôt, il réclamerait ce qui lui appartenait. Le scandale explosa comme une bombe sur les réseaux sociaux canadiens. À 8 heures du matin, le hashtag BriddlePathBaby était déjà tendance sur X. Les forums de mères débattaient avec véhémence. Certains défendaient Émilie comme une héroïne moderne. D'autres la traitaient d'opportuniste, de chasseuse de fortune, l'accusant même d'avoir tout planifié. David découvrit l'article lorsque son assistant personnel, Robert, l'appela à 7h30 du matin. « Monsieur Sterling, nous avons un problème, un très gros problème. » Sur l'écran de son mobile, David lut le titre « Une employée de maison allaite le fils du millionnaire David Sterling après que sa femme ait refusé de le faire. » L'article était accompagné d'une photo floue, clairement prise avec un téléobjectif depuis un point du jardin, où l'on voyait Émilie dans la berceuse près de la fenêtre, avec Benjamin dans les bras. L'acte d'allaiter n'était pas explicitement visible, mais la position et le contexte étaient sans équivoque. « Comment diable ont-ils obtenu cela ?» rugit David. « Les réseaux sont en folie, monsieur. Les médias internationaux reprennent déjà l'histoire. CNN International, BBC World, même fois The New York Times demandent des déclarations. » David descendit l'escalier de marbre 4 à 4. Il trouva Victoria dans la cuisine gastronomique, buvant son jus vert matinal tout en naviguant sur son iPad. Son visage était pâle de fureur. « Tu l'as vu » lâcha-t-elle sans même le saluer. « Je viens de l'apprendre. Victoria, nous devons gérer cela avec prudence. Une mauvaise déclaration. Et une mauvaise déclaration ? David, nous sommes la risée de tout le Canada. Mes amis m'ont déjà envoyé 20 messages. La présidente du club de bienfaisance vient de m'appeler pour offrir son soutien, ce qui est sa façon élégante de demander des potins. » La porte de la cuisine s'ouvrit. Émilie entra avec Benjamin, qui venait de se réveiller. En voyant les expressions sur les visages de David et Victoria, elle s'arrêta net. « Y a-t-il un problème »
Victoria eut un rire hystérique. Un problème? Tu es célèbre, Emily. Tout le Canada parle de toi. La petite employée qui a sauvé le pauvre bébé riche de la mère vaniteuse et cruelle. Quoi? Emily pâlit. David lui montra son téléphone. Emily lut l'article et sentit ses jambes trembler. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne parlerai jamais à la presse. Vous devez me croire, monsieur Sterling. Je n'ai jamais. Je sais que non, dit David avec fermeté. Je sais que ce n'est pas toi. Quelqu'un dans cette maison a parlé. Comme si elle avait été convoquée par magie noire, Marie entra à ce moment-là avec un plateau de rôti. Son expression était prudente, coupable. David la regarda droit dans les yeux. « Marie, sais-tu quelque chose à ce sujet ?» La femme de 60 ans baissa le regard. « Je n'ai pas parlé directement à la presse, monsieur Sterling, mais il est possible que j'ai mentionné quelque chose à ma nièce. Elle travaille pour Canadiana Life Magazine, compléta David. Tu travailles ici depuis 20 ans, Marie. 20 ans pendant lesquels cette famille t'a fait confiance, et c'est ainsi que tu nous remercies. Ce n'était pas avec de mauvaises intentions. J'ai pensé que les gens devraient savoir la vérité sur la façon dont Mademoiselle Dubois a sauvé le bébé. Elle mérite d'être reconnue. Reconnue? Cria Victoria. Tu lui as donné de la reconnaissance en faisant de nous un spectacle de cirque? As-tu une idée du mal que tu as causé? Marie commença à pleurer. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas pensé que... Tu es renvoyée, dit Victoria froidement. Ramasse tes affaires et sors de cette maison avant midi. Victoria, attends, intervint David. Marie a une famille qui dépend de... Je m'en fiche. Soit elle part, soit je pars. C'est toi qui décides. David serra la mâchoire, regardant Marie avec regret. Je suis désolé, mais tu vas devoir partir. Nous te payerons 3 mois d'indemnité et une lettre de recommandation, mais après cela, tu ne peux pas rester. Marie hocha la tête en sanglotant et quitta la cuisine. À ce moment-là, la sonnette du manoir retentit. C'était le docteur. Alistair Mackenzie, le pédiatre des grandes familles torontoises, un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et à la réputation impeccable. David le fit entrer dans le salon principal où Emily attendait avec Benjamin. « Docteur Mackenzie, merci d'être venu avec si peu de préavis. »« Bien sûr, David. J'ai entendu parler de la situation. Assez inhabituelle. » Il regarda Emily avec une curiosité professionnelle, sans jugement. « Vous devez être la demoiselle qui a nourri le petit. »« Oui, docteur. Mon nom est Émilie Dubois. » Le médecin examina Benjamin attentivement, vérifia ses signes vitaux, son poids, la couleur de sa peau, ses réflexes. Après 20 minutes, il retira son stéthoscope et sourit. Ce bébé est en excellente santé. Il a pris 200 grammes au cours des 3 derniers jours, ce qui est remarquable étant donné qu'il perdait du poids auparavant. Ses signes vitaux sont parfaits. Alors pourquoi refuse-t-il toutes les formules? Demanda Victoria. Il existe des cas documentés de bébés qui développent des préférences très spécifiques. Certains rejettent certains goûts, textures ou même températures. Dans de rares cas, le lien émotionnel avec celui qui les nourrit joue également un rôle important. Il regarda Emily. De toute évidence, ce bébé se sent en sécurité avec vous. Mais il doit y avoir une formule qui fonctionne, insista Victoria. Nous pouvons essayer. J'ai accès à des formules spécialisées qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Cependant, je dois être honnête avec vous. Il se tourna vers David et Victoria. Si le bébé prospère avec le lait maternel, c'est objectivement la meilleure option nutritionnelle. Aucune formule, aussi avancée soit-elle, ne peut reproduire complètement les anticorps et les nutriments du lait humain. Mais cela ne peut pas continuer indéfiniment, protesta Victoria. C'est inapproprié. Inapproprié de sauver la vie d'un enfant? Le docteur Mackenzie la regarda sévèrement. Madame Sterling, j'ai vu beaucoup de choses en 40 ans de pratique médicale, et je vous assure qu'une femme généreuse partageant son lait avec un bébé qui en a besoin n'est pas près d'être la chose la plus inhabituelle. C'est, en fait, l'une des choses les plus belles et les plus humaines dont j'ai été témoin. Victoria pinça les lèvres, mais ne dit rien. Ma recommandation professionnelle est la suivante. Poursuivez l'arrangement actuel pendant au moins 2 mois de plus. D'ici là, Benjamin pourra commencer à consommer des aliments solides et la transition sera plus facile. En attendant, nous essaierons d'introduire progressivement un biberon par jour, très lentement pour qu'il s'habitue. David acquiesça. Merci, docteur. Après le départ du docteur Mackenzie, Victoria se tourna vers David, les yeux flamboyants. 2 mois. Il veut que ça continue pendant 2 mois de plus. C'est ce qu'il y a de mieux pour Benjamin. Et qu'en est-il de ce qu'il y a de mieux pour moi? Pour nous?
Pour notre réputation se rétablira. Notre fils n'est pas remplaçable. Victoria prit son sac Birkin sur la table. Je pars pour Montréal. Je vais rester chez mes parents quelques jours. Je ne peux pas rester ici pendant que tout Toronto parle de moi comme de la mère qui a abandonné son bébé. Personne ne dit ça. Tout le monde le pense. Et toi, elle pointa Émilie, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange. Tu resteras ici, dans ma maison, à nourrir mon fils, à prendre ma place. Madame Sterling, je n'ai jamais, commença Émilie. Ne me parlez pas, je ne veux pas entendre votre voix. Victoria sortit en claquant la porte si fort que les tableaux tremblèrent sur les murs. David s'effondra sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Benjamin, étranger au drame, dormait paisiblement dans les bras d'Émilie. « Je suis désolé, murmura David. Je suis désolé que tu doives traverser tout ça. Rien de tout cela n'est ta faute. Être que je devrais partir. Trouver un autre travail. Vous pouvez trouver une nourrice professionnelle. Quelqu'un qui... » Non, David leva les yeux. « Ne pars pas. Benjamin a besoin de toi et moi. J'ai aussi besoin de toi ici. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose qui fit battre le cœur d'Émilie plus vite. Ce n'était pas approprié. Il était son employeur, un homme marié, millionnaire. Elle n'était qu'une employée de maison d'un village perdu du Nouveau-Brunswick. Mais à ce moment-là, se regardant dans les yeux avec un bébé endormi entre eux, tous deux sentirent que quelque chose avait irrémédiablement changé. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Liam O'Connell était à cet instant précis dans son bureau de Bay Street, lisant le même article avec un sourire satisfait. Il appela son avocat personnel, Antoine. « Antoine, j'ai besoin que tu prépares des documents. Je vais demander un test de paternité. Il est temps que David Sterling sache la vérité sur son héritier parfait. » Et dans le sous-sol du manoir Sterling, Marie faisait ses bagages, les larmes aux yeux. Avant de partir, elle écrivit une note qu'elle glissa sous la porte de la chambre d'Émilie. « Je suis désolé pour tout, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Madame Victoria a des secrets qui expliquent pourquoi elle déteste tant votre présence ici. Demandez-lui à propos de Liam O'Connell. Demandez-lui ce qu'elle faisait à l'hôtel Le Germain tous les mercredis après-midi, il y a 1 an. » Émilie trouverait cette note 3 heures plus tard, et lorsqu'elle le ferait, elle commencerait à comprendre que Benjamin n'était pas seulement un bébé rejeté par sa mère. Il était le secret vivant d'une trahison qui était sur le point de détruire 2 familles. Émilie trouva la note de Marie lorsqu'elle retourna dans sa chambre après avoir couché Benjamin pour sa sieste de l'après-midi. Le papier plié était sur le sol, près de la porte. Ses mains tremblèrent en lisant les mots écrits à la hâte. Liam O'Connell, hôtel Le Germain, mercredi après-midi. Qui était Liam O'Connell? Le nom lui semblait vaguement familier, comme quelque chose qu'elle avait entendu dans les conversations de couloir entre les employés. Elle sortit son téléphone portable et fit une recherche sur Google. La première chose qui apparut fut une photo d'un homme séduisant en couverture de foie Actualité économique, Liam O'Connell, le requin de l'investissement qui menace l'empire sterling. L'article datait d'il y a 6 mois et parlait de la concurrence féroce entre Investissement Maritime et Sterling Global Investments pour un contrat de plusieurs millions à Calgary. Émilie continua de chercher. Elle trouva des photos de soirées mondaines. Liam a des galas de bienfaisance. Liam a des inaugurations d'hôtels de luxe. Et puis elle vit une image qui lui glaça le sang. Liam O'Connell et Victoria Thorne Sterling ensemble lors d'un dîner de la Croix-Rouge il y a 11 mois. Il avait la main dans le bas de son dos. Elle souriait d'une manière qu'Émilie ne lui avait jamais vu sourire à David. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Chloé, la fille de David. « Émilie, je peux entrer? Je veux voir mon petit frère. »« Bien sûr, ma petite, mais il dort. » Chloé entra et s'assit au bord du lit, regardant vers le berceau où Benjamin se reposait. C'était une enfant mature pour ses 7 ans, avec ses yeux qui semblaient en comprendre trop. « Ma maman est partie, » dit Chloé soudainement. « Ma vraie maman, je veux dire, est morte quand j'avais 3 ans. Un cancer. » Émilie s'assit à côté d'elle. « Je suis tellement désolée, chérie. Papa a été très triste pendant longtemps. Puis il a rencontré Victoria il y a 2 ans. Elle est jolie. Mais elle n'est pas affectueuse comme l'était ma maman. Elle ne me fait jamais de câlins. Elle ne joue jamais avec moi. Parfois, les adultes expriment l'amour de différentes manières. « Tu crois que Victoria aime Benjamin ?» demanda Chloé avec cette honnêteté brutale des enfants. Émilie ne sut pas quoi répondre. Avant qu'elle ne puisse le faire, Chloé continua. « J'ai entendu Victoria parler au téléphone il y a quelques mois. Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait fait une erreur terrible, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'il ne pouvait pas l'apprendre. Qui ne pouvait pas l'apprendre? Je ne sais pas.
Mais je crois qu'elle parlait de papa. Chloé la regarda avec des yeux très sérieux. Tu crois que Victoria a des secrets? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. C'était David, le visage décomposé. Émilie, j'ai besoin de te parler. Chloé, va dans ta chambre, s'il te plaît. Mais papa. Maintenant, princesse. Chloé sortit à pas traînants. David ferma la porte et s'appuya contre elle, comme s'il avait besoin du soutien physique pour ne pas s'effondrer. Je viens de recevoir une notification légale. Liam O'Connell demande un test de paternité pour Benjamin. Le monde d'Émilie s'arrêta. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a la preuve qu'il est le père biologique, qu'il a eu une relation avec Victoria, que Benjamin est son fils, pas le mien. David glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir sur le sol, la tête entre les mains. Comprends-tu ce que cela signifie? Si c'est vrai, si Benjamin n'est pas mon fils. Émilie s'agenouilla devant lui. Instinctivement, elle prit ses mains. David, respire. Tu as besoin de te calmer. Comment je me calme? Ma femme m'a trompé avec mon pire ennemi et l'enfant que je croyais mien. Sa voix se brisa. Benjamin. Ce beau bébé qui dort là pourrait ne pas être le mien. Même s'il ne l'était pas biologiquement, tu es son père. Tu étais là. Tu t'es inquiété pour lui quand il était malade. Tu es celui qu'il aime. David leva les yeux. Ses yeux gris étaient remplis de larmes. Comment se fait-il que toi, qui as tant souffert, qui as perdu ta propre fille, tu puisses être si sage et si généreuse? Parce que la douleur m'a appris ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas le sang, c'est l'amour. Ils se regardèrent longuement. David serra les mains d'Émilie. J'ai appelé Victoria. J'ai exigé qu'elle revienne à Toronto immédiatement, qu'elle me donne des explications. Elle a raccroché. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me soumettre au test de paternité. J'ai besoin de savoir la vérité, même si cela me détruit. Il se leva, aidant Émilie à se lever également. Mais il y a autre chose que je dois te dire. Peu importe ce que je découvre, peu importe qui est le père biologique de Benjamin, je ne permettrai pas à Liam O'Connell de l'emporter. Ce bébé reste avec moi. À ce moment-là, Benjamin se réveilla en pleurant. Émilie s'approcha du berceau et le prit dans ses bras. Le bébé se calma immédiatement en la reconnaissant. David les observa, mère et fils, même s'ils ne l'étaient pas par le sang. Il y avait plus d'amour dans cette image que dans tout ce qu'il avait vu dans son mariage avec Victoria. Émilie, il y a quelque chose que je veux te demander, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi restes-tu ici, supportant les mépris de Victoria, les regards des gens, le scandale? Tu pourrais partir, trouver du travail dans une autre maison où l'on te traiterait avec respect. Émilie regarda le bébé dans ses bras. Benjamin l'observait avec ses yeux sombres, pleins de confiance absolue. Parce que quand je nourris Benjamin, quand je le regarde, je sens que ma fille n'est pas morte en vain. Je sens que sa brève vie a eu un but, celui de me préparer à sauver ce bébé. Et en plus. Elle fit une pause, se mordant la lèvre. Vous m'êtes cher. Vous me l'êtes beaucoup. Tu es cher à Benjamin? Ou aussi? David laissa la question en suspens. Mais ses yeux disaient tout. Émilie sentit la chaleur lui monter au visage. Monsieur Sterling. David, s'il te plaît, appelle-moi David. David, ce ne serait pas approprié. Vous êtes mon employeur. Vous êtes marié. Mon mariage était terminé bien avant que tu n'arrives, sauf que je ne voulais pas le voir. Victoria et moi n'étions jamais faits l'un pour l'autre. C'était un arrangement pratique, qui est devenu de plus en plus inconfortable avec le temps. Néanmoins, la conversation fut interrompue par la sonnette du manoir. David descendit les escaliers et ouvrit la porte. C'était un coursier avec une enveloppe officielle. Monsieur David Sterling? Oui. Citation à comparaître. Vous devez vous présenter lundi prochain pour le test de paternité. Voici tous les détails. David prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le coursier s'en alla. Quand David ouvrit le document, il trouva autre chose à l'intérieur. Une photographie. C'était Victoria et Liam, s'embrassant passionnément dans ce qui semblait être le hall de l'hôtel Le Germain. La date marquait le 15 janvier, exactement 9 mois avant la naissance de Benjamin. David sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Émilie descendit rapidement les escaliers, Benjamin toujours dans les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dit le document? David lui montra la photographie sans dire un mot. Émilie la regarda et sentit des nausées. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je dois parler à mes avocats. Ça va devenir très laid, Émilie, très laid. Il y aura des batailles juridiques, des scandales dans les médias, des enquêtes, et tu vas être prise au milieu de tout ça si tu restes. Je ne partirai pas, dit Émilie avec fermeté. Benjamin a besoin de moi, et moi. J'ai aussi besoin de vous.
De vous deux. David la regarda avec un mélange de gratitude, de douleur et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Alors, prépare-toi, car la tempête ne fait que commencer. Cette nuit-là, tandis que Toronto dormait, 3 personnes restèrent éveillées. David dans son bureau, entouré d'avocats, préparant sa défense légale contre Liam O'Connell. Victoria dans le manoir de ses parents à Montréal, buvant du vin et pleurant, sachant que ses mensonges étaient sur le point d'éclater au grand jour. Et Liam, dans son penthouse de luxe dans le quartier de Westmount, regardant une photographie de Benjamin qu'il avait trouvée sur Internet, touchant l'écran d'un doigt et murmurant « Bientôt, mon fils, bientôt tu seras à ta place ». Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne savait, quelque chose qui allait tout changer complètement. Le docteur. Moreau, celui-là même qui avait vendu son silence à Liam pour 50 000 $, avait conservé une copie des analyses de sang. Et cette copie révélait quelque chose qu'il n'avait pas dit à Liam, quelque chose de crucial. Les analyses indiquaient que Liam était le père de Benjamin. Mais elles montraient aussi autre chose dans la génétique du bébé, une anomalie sanguine héritée par la lignée maternelle, une condition rare qui expliquait pourquoi Benjamin rejetait les formules commerciales. Et cette même condition était présente dans les analyses de sang d'Emily que l'hôpital avait archivées lorsqu'elle avait donné naissance à Amélie. C'était une condition qui se présentait chez moins de 0,01% de la population canadienne, la même condition chez Benjamin et chez Emily, ce qui était statistiquement impossible, à moins qu'il n'y ait un lien familial direct entre eux. Le docteur. Moreau rangea cette information dans son coffre-fort. Un jour, pensa-t-il, elle vaudrait beaucoup plus que les 50 000 $ que Liam lui avait payés, mais il ne savait pas que ce jour arriverait beaucoup plus tôt qu'il ne l'imaginait. Le lundi arriva trop vite. David, Victoria et Liam se présentèrent au laboratoire clinique spécialisé de Bay Street, accompagnés de leurs avocats respectifs. La tension était si épaisse qu'elle pouvait être coupée au couteau. Emily était restée au manoir avec Benjamin et Chloé. L'enfant n'était pas allé à l'école cette semaine-là. David considérait qu'il était préférable de la tenir à l'écart des commentaires potentiellement cruels des autres enfants qui, sans aucun doute, avaient entendu leurs parents parler du scandale. « Papa ?» demanda Chloé alors qu'elle regardait Emily préparer le déjeuner dans l'immense cuisine. « Mais et si Benjamin n'est pas vraiment mon frère, vont-ils l'emmener ?» Emily s'agenouilla devant la petite fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, Chloé. Ton papa aime Benjamin de tout son cœur. Quoi que disent les papiers, ce bébé est ton frère, et ton papa fera tout son possible pour que vous restiez ensemble. Et toi, tu vas rester aussi ?» C'était une question simple, innocente, mais chargée d'un tel poids qu'Emily sentit les larmes lui piquer les yeux. « Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. » Chloé la serra fort. « Nous avons beaucoup besoin de toi. Tu es la seule personne qui donne à cette maison l'impression d'être un foyer. » Au laboratoire, les choses étaient beaucoup moins émotionnelles. Victoria était arrivée avec 30 minutes de retard, portant des lunettes de soleil noir et un manteau de vison, bien qu'octobre à Toronto soit relativement doux. « Tu es en retard », dit David d'une voix glaciale lorsqu'elle apparut enfin. « Le trafic depuis Montréal était horrible. Tu aurais pu rentrer hier soir comme je te l'ai demandé. Je n'avais pas envie de te voir. » Liam observait l'échange avec une satisfaction à peine dissimulée. Il portait un costume Tom Ford gris foncé qui avait coûté plus de 5 000 $. Son avocat, un homme chauve nommé Antoine Courtois, connu pour gagner des causes impossibles en utilisant des méthodes douteuses, lui murmurait quelque chose à l'oreille. « Bonjour à tous », dit le médecin responsable, un généticien nommé Dr Michel Pascal. « Nous allons procéder au prélèvement sanguin. Le processus est simple et indolore. Les résultats seront prêts dans 72 heures. Ne pouvez-vous pas accélérer ?» demanda Liam. « Je paierai ce qu'il faut. Les processus scientifiques ne peuvent pas être accélérés, monsieur O'Connell. La précision est plus importante que la vitesse. Un par un, on leur prit des échantillons de sang. David fut le premier, le visage impassible, mais les jointures blanches à force de serrer les poings. Victoria passa ensuite, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux. Liam fut le dernier, souriant avec confiance. « Nous avons également besoin d'un échantillon du bébé », indiqua le docteur Pascal. « Est-ce absolument nécessaire ?» demanda David. « C'est un nouveau-né. Je crains que oui, mais nous utiliserons une aiguille très fine. Ce sera rapide. » David appela Emily. « Peux-tu amener Benjamin au laboratoire? Ils ont besoin d'un échantillon de sang. » 30 minutes plus tard, Emily arriva avec le bébé. En entrant dans la salle d'attente du laboratoire, la tension était palpable.
Victoria la regarda avec dédain. Liam, cependant, l'observa avec curiosité. « Alors, vous êtes la célèbre nourrice », dit Liam, se levant et s'approchant. « J'ai beaucoup lu sur vous dans les nouvelles. Monsieur O'Connell », dit Emily poliment, mais froidement. « Ce bébé a l'air en bonne santé. Vous avez fait du bon travail. » Il tendit la main pour toucher Benjamin, mais Emily recula instinctivement. « Je préférerais que vous ne le touchiez pas. » Le sourire de Liam se figea. « Ce bébé pourrait être légalement le mien dans quelques jours. Je vous suggère de changer d'attitude. »« Ce bébé, » intervint David, se plaçant entre Liam et Emily, « est le mien jusqu'à ce qu'un document légal dise le contraire, et je vous serais reconnaissant de vous tenir éloigné de lui et des personnes qui s'occupent de lui. » Toujours aussi territorial, David, même avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Les deux hommes se regardèrent avec une haine pure. Antoine Courtois dut intervenir, posant une main sur l'épaule de Liam. « Messieurs, nous sommes dans un lieu professionnel. Gardons notre calme. » Le docteur Pascal entra à ce moment-là. « Mademoiselle, veuillez entrer avec le bébé, s'il vous plaît. » Émilie entra dans la salle de prélèvement. Le docteur Pascal fut étonnamment doux, distrayant Benjamin avec un jouet coloré tout en prélevant un petit échantillon de sang du talon. Le bébé pleura brièvement, mais se calma lorsqu'Émilie le berça contre sa poitrine. « C'est fait, » dit le docteur. « Vous pouvez y aller. Nous vous appellerons jeudi avec les résultats. » Alors qu'Émilie sortait avec Benjamin, elle entendit des voix fortes. David et Victoria se disputaient dans un coin de la salle d'attente. « Comment as-tu pu me faire ça ?» La voix de David tremblait d'une rage contenue. « Combien de temps ça a duré? Combien de fois dans notre lit? »« Jamais dans notre lit, » répondit Victoria d'une voix fatiguée. « C'était toujours au Le Germain. Les mercredis. Les mercredis. Je pensais que tu étais à ton cours de pilates. Je ne suis pas allé au pilates depuis 2 ans, David. J'aurais pensé que tu l'aurais remarqué. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu fait ?» Victoria enleva finalement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, gonflés d'avoir pleuré. « Parce que tu n'étais jamais vraiment avec moi. Tu étais toujours en train de travailler, ou avec Chloé, ou en train de penser à ta défunte épouse. J'étais juste un accessoire, la femme trophée pour tes événements d'affaires. Ce n'est pas vrai. Non? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Ce que je ressentais, ce que je voulais de la vie? Pour toi, il n'était important que je sois belle sur les photos et que j'organise les dîners parfaits. Alors, la solution a été de coucher avec mon concurrent, de tomber enceinte de lui? Je n'ai pas prévu de tomber enceinte. C'était un accident. Et quand je l'ai su, il était trop tard pour. Elle s'arrêta. Pourquoi? Pour avorter? David la regarda avec horreur. Tu y as pensé? Bien sûr que j'y ai pensé. Mais ensuite, tu étais tellement excité par l'idée d'un héritier. Tous les investisseurs posaient des questions sur ma grossesse. Et Liam. Liam a dit qu'il valait mieux garder le secret, que personne ne devait savoir. Il le savait depuis le début? Bien sûr qu'il le savait. C'est son fils. Les mots tombèrent comme des bombes. Émilie, qui écoutait involontairement depuis le couloir, sentit son cœur se serrer. Elle regarda Benjamin si innocent, si étranger au chaos que sa simple existence avait provoqué. Liam apparut alors, son sourire arrogant intact. « Victoria, ma chérie, tu ne devrais pas révéler tous nos secrets tout de suite. Il y a encore beaucoup à négocier. » Négocier? David s'avança vers Liam, mais son avocat l'arrêta. « Monsieur Sterling, tout acte de violence nuirait à votre position légale. » David respirait bruyamment, essayant de se contrôler. « Si les résultats confirment que tu es le père, je vais te détruire, Liam, toi et ton entreprise. J'utiliserai chaque contact, chaque ressource, chaque dollar que j'ai. Vas-y. Mais n'oublie pas que le juge évaluera qui est le plus apte à élever l'enfant. Un homme stable, prospère, sans scandale public, ou un cocu humilié qui fait la une de tous les journaux comme le mari trompé. » Liam s'approcha dangereusement. « De plus, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Quoi? L'amour de la mère de l'enfant. Victoria viendra avec moi quand j'obtiendrai la garde. Nous serons une famille complète. Tu resteras seul, David, comme tu l'as toujours été. » Victoria ne contredit pas les paroles de Liam, et ce silence fut plus douloureux que toute admission verbale. David se retourna et partit sans dire un mot de plus. Émilie le suivit rapidement, Benjamin dans les bras. Elle le rattrapa sur le parking. David était appuyé contre sa Mercedes, les mains couvrant son visage. Il sanglotait. Cet homme puissant, ce magnat des affaires, pleurait comme un enfant. Émilie s'approcha, ne dit rien, se tenant juste à côté de lui avec Benjamin entre eux, offrant sa présence silencieuse. Après plusieurs minutes, David leva les yeux. « Tu as tout entendu? »« Oui. Alors tu sais que je vais probablement perdre. »
Liam a raison. Si Victoria témoigne en sa faveur, s'il présente des preuves qu'ils sont un couple stable, alors tu te battras. Tu ne te rends pas sans combattre. Pourquoi? Pourquoi devrais-je me battre pour un fils qui n'est même pas le mien biologiquement? Emily lui posa une main sur le bras. Parce que l'amour n'est pas dans l'ADN, David. Il est dans les nuits blanches, dans les inquiétudes, dans le fait de vouloir le meilleur pour lui, quel qu'en soit le coût personnel. Tu es son père de toutes les manières qui comptent. David la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit une jeune femme qui avait tout perdu et qui trouvait encore des moyens de donner de l'amour. Il vit de la force et de la bonté. Il vit tout ce que Victoria n'avait jamais été. Comment est-il possible qu'au milieu de tout cet enfer, tu sois la seule bonne chose qui me soit arrivée? Emily sentit la chaleur sur ses joues. David, je sais que c'est inapproprié. Je sais que le moment est terrible, mais j'ai besoin que tu saches que tu as changé quelque chose en moi, dans cette maison, dans tout. Avant qu'Emily ne puisse répondre, le téléphone de David sonna. C'était son avocat principal, Robert. « David, nous avons un gros problème. Liam vient de déposer une requête d'urgence. Il veut la garde temporaire de Benjamin immédiatement. Il allègue que tant que tu es émotionnellement instable et que le bébé dépend d'une employée pour se nourrir, il peut fournir un environnement plus stable. Peut-il faire ça? Il l'a déjà fait. Nous avons une audience au tribunal demain à 10h du matin. Tu dois te préparer. » David raccrocha et regarda Emily avec désespoir. « Ils vont essayer de me l'enlever demain. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le docteur... » Moreau était à cet instant précis en train de regarder les analyses de sang de Benjamin sur son ordinateur et qu'il avait trouvé l'anomalie, le lien génétique entre Benjamin et Emily. Il prit le téléphone et composa un numéro. Il était temps d'augmenter le prix de son silence. Cette information valait beaucoup plus que 50 000 $ et elle était sur le point de changer le destin de tous les êtres impliqués. La salle d'audience du tribunal de première instance de Toronto était bondée. Des journalistes, des curieux et des avocats remplissaient chaque coin disponible. L'affaire Sterling O'Connell était devenue le scandale de l'année, et tout le monde voulait assister au drame au premier rang. David entra, vêtu de son meilleur costume Tom Ford, mais les cernes sous ses yeux gris révélaient qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Son équipe juridique l'entourait, Robert et 2 autres avocats, spécialisés en droit de la famille. Liam arriva quelques minutes plus tard, souriant avec cette confiance irritante, accompagné d'Antoine Courtois et de Victoria. Elle portait un tailleur Chanel de couleur crème, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable. Elle ressemblait plus à un mannequin sur un podium qu'à une mère se disputant la garde de son fils. Emily était assise sur les bancs du public, Benjamin endormi sur ses genoux. Chloé était au manoir avec une nounou temporaire. David avait insisté pour qu'Emily amène le bébé. Le juge doit voir que Benjamin est en bonne santé, bien soigné. Et tu en es la raison. La juge Evelyn Sinclair entra dans la salle. C'était une femme d'une 50aine d'années, à l'expression sérieuse et réputée pour être implacable, mais juste. Elle avait géré certaines des affaires de garde les plus compliquées du Canada. « Bonjour. Il s'agit d'une procédure extraordinaire, demandée par M. Liam O'Connell, pour déterminer la garde temporaire du mineur Benjamin Sterling Thorne, en attendant que la paternité définitive soit résolue. Monsieur Courtois, vous pouvez commencer. » Antoine Courtois se leva, ajustant sa cravate italienne. « Votre honneur, mon client recherche ce qu'il y a de mieux pour le mineur. Les faits sont clairs. Monsieur David Sterling traverse une crise émotionnelle sévère suite à la découverte de l'infidélité de son épouse. Son état mental est instable. De plus, le bébé dépend entièrement d'une employée de maison pour son alimentation, ce qui crée une situation de dépendance malsaine. Avez-vous des preuves de l'état mental prétendument instable de monsieur Sterling ? Demanda la juge. Des témoignages d'employés qui l'ont vu pleurer, crier, se comporter de manière erratique. De plus, votre honneur, le mineur est allaité par une femme qui n'est pas sa mère, une employée. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant les limites appropriées et le professionnalisme. Robert se leva. Objection. Mademoiselle Émilie Dubois a sauvé la vie du bébé quand aucun médecin ne trouvait de solution. Ce n'est pas une employée ordinaire. C'est la raison pour laquelle cet enfant est en vie aujourd'hui. Entendu, dit la juge Sinclair. Monsieur Courtois, que propose votre client comme alternative? Monsieur O'Connell et Madame Sterling sont prêts à fournir un foyer stable aux mineurs. Une nourrice professionnelle a déjà été engagée. Le bébé recevrait l'attention de ses 2 parents biologiques dans un environnement familial approprié. La juge regarda Victoria. Madame Sterling, confirmez-vous que vous souhaitez emménager avec Monsieur O'Connell et emmener votre fils avec vous?
Victoria se leva. Sa voix sonnait répétée, mécanique. Oui, votre honneur. J'ai commis des erreurs dans mon mariage. Mais ma priorité a toujours été le bien-être de Benjamin. Liam est son père biologique, et ensemble, nous pouvons lui offrir une famille complète. Et votre fille Chloé, la fille de Monsieur Sterling de son premier mariage. Comment cela affecterait-il sa relation avec son frère? Victoria hésita. Elle n'avait clairement pas envisagé cette question. Eh bien, Chloé n'est pas ma fille biologique. Elle resterait avec David, je suppose. Un murmure parcourut la salle. Même la juge Sinclair fronça les sourcils devant la froideur de la réponse. David serra les poings sous la table. Robert profita de l'instant. Votre honneur, cela démontre précisément notre point de vue. Madame Sterling est prête à séparer deux frères, à arracher le bébé au seul foyer qu'il ait connu, à sa sœur qu'il adore. Est-ce cela agir dans le meilleur intérêt du mineur? Monsieur Robert, présentez votre cas, ordonna la juge. Avec plaisir. Votre honneur, Monsieur Sterling, est le père de Benjamin depuis le moment de sa naissance. Il a été présent à chaque visite médicale, à chaque nuit d'insomnie, à chaque moment critique où le bébé était malade. La biologie ne définit pas la paternité. L'amour, oui. Et la dépendance du bébé à l'employé de maison, mademoiselle Émilie Dubois. Robert fit un signe vers l'endroit où se trouvait Émilie. C'est une femme de 24 ans qui a perdu son propre bébé il y a 2 mois. Lorsque Benjamin était littéralement en train de mourir de faim, elle a offert son lait maternel sans rien attendre en retour. Elle a été évaluée médicalement, elle est en parfaite santé, et le bébé prospère sous ses soins. La juge regarda Émilie. Mademoiselle Dubois, pouvez-vous vous approcher avec le bébé, s'il vous plaît? Émilie sentit ses jambes trembler alors qu'elle marchait vers le tribunal. Benjamin se réveilla dans ses bras, regardant autour de lui avec curiosité. Mademoiselle Dubois, est-il vrai que vous allaitez ce bébé? Oui, votre honneur. Pourquoi faites-vous cela? Qu'en retirez-vous? Émilie regarda Benjamin, puis la juge. Je ne retire rien de matériel, votre honneur. Je le fais parce que quand ma fille est morte, j'ai senti qu'une partie de moi mourait avec elle. Quand j'ai eu l'occasion de sauver Benjamin, j'ai senti que ma fille n'était pas morte en vain, que sa brève vie avait un but. Il y eut un silence dans la salle. Même certains journalistes avaient les larmes aux yeux. Avez-vous un attachement émotionnel avec le bébé? Oui, votre honneur, beaucoup. Et avec Monsieur Sterling? La question tomba comme une bombe. Émilie sentit la chaleur lui monter au visage. Je respecte beaucoup Monsieur Sterling. C'est un homme bon et un père aimant. Cela ne répond pas à ma question, mademoiselle Dubois. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'une blouse de médecin, entra précipitamment. « Excusez-moi, votre honneur, mon nom est docteur. Julien Moreau. J'ai des informations cruciales sur cette affaire qui doivent être entendues immédiatement. » La juge Sinclair fronça les sourcils. « Docteur Moreau, c'est très irrégulier. Qui vous a donné la permission d'interrompre cette procédure? Personne. Votre honneur. Mais ce que j'ai à dire va complètement changer cette affaire. J'ai la preuve d'un lien génétique entre le bébé et mademoiselle Émilie Dubois. » Le chaos éclata dans la salle. Les journalistes criaient des questions. David se leva. Liam pâlit. Victoria resta paralysée. À l'ordre. La juge frappa avec le maillet. Docteur Moreau, approchez-vous. Et cela a intérêt à être légitime ou je vous accuserai d'outrage au tribunal. Le docteur. Moreau se dirigea vers le tribunal, sortant plusieurs documents d'une enveloppe. Votre honneur, j'ai effectué des analyses de sang sur le bébé Benjamin il y a 2 semaines. Au cours de la procédure standard, j'ai découvert une anomalie sanguine rare, une condition appelée phénotype Bombay, qui affecte moins de 0,01% de la population. Et qu'est-ce que cela a à voir avec mademoiselle Dubois? J'ai examiné les dossiers de l'hôpital général de Toronto, où mademoiselle Dubois a accouché il y a 2 mois. Ces analyses montrent la même anomalie. La probabilité statistique que 2 personnes non apparentées aient cette condition et se rencontrent dans cette situation exacte est d'environ 1 sur 10 millions. Émilie sentit le monde tourner. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous et le bébé Benjamin partagez un marqueur génétique extrêmement rare, ce qui suggère une relation familiale directe. C'est impossible, cria Liam. Je suis le père de l'enfant. Les analyses le confirmeront. Vous pourriez être le père biologique, monsieur O'Connell, mais il est prouvé que mademoiselle Dubois pourrait être liée au bébé par la lignée maternelle. Victoria se leva, tremblante. C'est ridicule. Je suis la mère. J'ai donné naissance à Benjamin. Il y a des dossiers hospitaliers, des témoins. À moins que, le docteur. Moreau fit une pause dramatique, à moins qu'il n'y ait eu un échange de bébés. Le silence qui s'ensuivit fut absolu.
Personne ne respirait, personne ne bougeait. « Quoi ?» murmura Émilie. « Mademoiselle Dubois, où avez-vous accouché de votre bébé ?»« À l'hôpital général de Toronto, 3 étages, salle de maternité. »« Quel jour ?»« Le 28 août. » Le docteur Moreau regarda Victoria. « Et vous, Madame Sterling ?» Victoria était pâle comme un fantôme. « Le 28 août, hôpital général de Toronto, 3 étages. Le même jour, le même hôpital, le même étage. » Le docteur Moreau laissa l'information s'installer. Il y a eu un quart de nuit chaotique cette nuit-là. Une nouvelle infirmière, 2 bébés nés à quelques minutes d'intervalle, et maintenant 2 bébés avec des liens inexplicables. David s'approcha lentement d'Émilie. « Tu es en train de dire que… » « Je suis en train de dire qu'il est possible qu'il y ait eu une confusion, que le bébé qui est mort n'était pas la fille de Mademoiselle Dubois et que Benjamin est mon fils, termina Émilie, les larmes coulant sur ses joues. Benjamin est mon fils biologique. » La salle explosa dans un chaos total. La juge Sinclair frappait inutilement avec le maillet, essayant de rétablir l'ordre. Liam regarda le docteur Moreau avec une haine pure. « Combien t'ont-ils payé pour dire ça ?»« C'est Sterling, n'est-ce pas ? Combien ?»« Personne ne m'a payé pour dire la vérité, bien que vous m'ayez payé 50 000 $ pour la cacher. » Le docteur Moreau regarda Liam directement. « Oui, votre honneur. Monsieur O'Connell m'a soudoyé pour modifier des dossiers médicaux. J'ai les transferts bancaires comme preuve. » La juge Sinclair se leva. « Cette audience est suspendue. Le docteur Moreau restera en garde à vue pendant que nous vérifions ces affirmations. Monsieur O'Connell, ne quittez pas Toronto et que quelqu'un obtienne une ordonnance pour exhumer le corps du bébé qui est mort. Nous avons besoin de preuves ADN définitives. » Émilie s'effondra sur une chaise, serrant Benjamin contre sa poitrine. Le bébé, étranger à tout le drame, la regardait avec ses petits yeux sombres pleins d'amour. « Mon bébé !» sanglota Émilie. « Mon Amélie n'est pas morte. Mon bébé est vivant. » David s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Émilie, si c'est vrai, si Benjamin est vraiment ton fils, alors tout prend un sens. »« C'est vrai, » murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'il m'a accepté. C'est pour ça qu'il rejetait tout le reste. Ce n'était pas seulement le lait, c'était la connexion. Une mère et son fils le savent toujours. » Victoria observait la scène de loin, avec une expression indéchiffrable. Liam était sorti de la salle, furieux, suivi par son avocat. Et à ce moment-là, tandis qu'Émilie pleurait en serrant le bébé qu'elle pensait avoir perdu, tandis que David réalisait qu'il pourrait perdre l'enfant qu'il aimait, et tandis que Victoria comprenait que toute sa vie était un mensonge, personne ne remarqua la femme âgée assise au dernier rang. C'était l'infirmière qui était de service cette nuit du 28 août, celle qui avait confondu les bracelets d'identification de 2 bébés parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle était nouvelle, parce que la vie commet parfois des erreurs cruelles. Elle avait vécu avec cette culpabilité pendant 2 mois. Elle avait vu les nouvelles. Elle avait reconnu Émilie et maintenant enfin la vérité était révélée. Elle se leva silencieusement et quitta la salle. Dehors, elle respira l'air frais d'octobre et pleura, parce que certaines vérités, bien que nécessaires, détruisent des mondes entiers. Les 3 jours suivants furent un enfer pour toutes les personnes impliquées. Les médias devinrent complètement fous. Le hashtag « échange de bébés » était une tendance mondiale. Les émissions de télévision débattaient de l'affaire pendant des heures. Des experts juridiques, des psychologues pour enfants et des militants des droits de la famille donnaient leur opinion sans cesse. Émilie s'enferma dans le manoir Sterling, refusant de parler aux journalistes. David avait engagé une sécurité supplémentaire, après que 3 équipes de télévision eurent tenté d'entrer dans la propriété sans permission. L'exhumation du corps du bébé qui était mort eut lieu le mardi matin. Émilie n'a pas pu être présente. L'idée de voir le cercueil s'ouvrir, d'affronter physiquement la possibilité que ce ne soit pas sa fille, était trop forte. David resta avec elle toute cette journée. Assis dans le jardin, regardant Benjamin dormir dans sa poussette sans beaucoup parler, juste exister dans cet espace partagé d'incertitude. « Que se passera-t-il si c'est vrai ?» demanda Émilie finalement. « Si Benjamin est vraiment le mien biologiquement, cela signifie que Liam a des droits sur lui. » David avait pensé exactement la même chose. « Je ne sais pas. Légalement, c'est extrêmement compliqué. Tu serais la mère biologique. Liam, le père biologique. Le père légal jusqu'à présent. Et Victoria. Victoria a donné naissance à un autre bébé qui est mort. Pauvre femme, murmura Émilie. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas imaginer sa douleur maintenant. Elle a porté un bébé pendant 9 mois, a accouché, et ce bébé est mort, et elle ne l'a jamais su. Victoria n'est pas sortie de sa chambre à l'hôtel où elle séjourne. Sa mère a appelé. Elle dit qu'elle est sous sédation, sous surveillance psychiatrique. Chloé apparut dans le jardin avec son uniforme scolaire.
On l'avait renvoyé à l'école pour maintenir une certaine normalité. Papa. Les enfants à l'école disent des choses méchantes. David la serra dans ses bras. Quel genre de choses, princesse? Que Victoria est mauvaise. Qu'Émilie t'a volé le bébé. Que nous sommes bizarres. Des larmes coulaient sur ses joues. Benjamin va rester avec nous? Je ne sais pas, ma chérie, mais je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. Chloé se détacha de son père et se dirigea vers Émilie. Elle lui prit la main. Si Benjamin est vraiment ton bébé, je suis contente, parce que ça veut dire que ton bébé n'est pas mort et tu es gentille. Tu seras une maman incroyable. Émilie se mit à pleurer, serrant la petite fille. Merci Chloé, ça signifie beaucoup pour moi. Le jeudi matin, tout le monde fut à nouveau convoqué au tribunal. Les résultats de l'ADN étaient prêts. La salle était encore plus remplie que la fois précédente. La juge Sinclair entra avec une expression sévère, portant une enveloppe scellée. Cette affaire a attiré l'attention nationale et internationale. Je tiens à préciser que ce tribunal prend des décisions basées uniquement sur les preuves et dans le meilleur intérêt du mineur. Je me fiche des gros titres ou de l'opinion publique. Elle ouvrit l'enveloppe, lut en silence pendant plusieurs secondes qui parurent éternelles. Les résultats ADN sont concluants. Le bébé décédé le 28 août n'était pas la fille biologique d'Émilie Dubois, c'était la fille biologique de Victoria Thorne et Liam O'Connell. Victoria laissa échapper un gémissement de douleur. Sa mère, assise à côté d'elle, la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. Le bébé connu sous le nom de Benjamin Sterling Thorne est le fils biologique d'Émilie Dubois et d'un homme nommé Xavier Leblanc, le père qui a abandonné mademoiselle Dubois pendant sa grossesse. Le silence fut absolu. Émilie sentit qu'elle ne pouvait pas respirer. « Attendez, » dit Liam en se levant. « Vous êtes en train de dire que le bébé n'est pas le mien? » « Correct, monsieur O'Connell. Vous êtes le père du bébé décédé, pas du bébé qui a survécu. » Liam s'effondra sur sa chaise, pâle. Tout son plan, toute sa stratégie s'écroulait en quelques secondes. L'infirmière responsable de l'échange, Clara Dubois, a présenté une déclaration complète, admettant son erreur. Cette nuit-là, il y a eu 2 naissances presque simultanées, 2 bébés garçons. Au milieu de la confusion et de son inexpérience, elle a placé les bracelets d'identification de manière incorrecte. La juge regarda Émilie. « Mademoiselle Dubois, légalement, vous êtes la mère biologique de Benjamin. Cependant, Monsieur Sterling a été le père légal pendant ces 2 mois, et le père biologique, Monsieur Xavier Leblanc, n'a apparemment aucun intérêt à exercer ses droits parentaux. Je ne sais même pas où il est, dit Émilie d'une voix tremblante. Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'a pas essayé de me contacter. Dans ce cas, nous avons une situation unique. Une mère biologique qui pensait que son fils était mort, un père légal qui a aimé ce bébé en le croyant sien, et aucun père biologique présent. Robert se leva. « Votre honneur, mon client demande à conserver la garde légale du mineur. Il a été le seul père que Benjamin ait connu. »« Objection !» dit l'avocat qui représentait maintenant Émilie, un homme nommé Thomas Fournier, que David avait engagé pour elle. « Ma cliente est la mère biologique. Elle a un droit primordial sur son fils. » La juge Sinclair retira ses lunettes. « C'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai vues en 30 ans de carrière. Mademoiselle Dubois, Monsieur Sterling, approchez-vous s'il vous plaît. » Tous deux se levèrent et marchèrent vers le tribunal. Benjamin était avec une nounou dans la salle d'attente attenante. « Mademoiselle Dubois, que voulez-vous faire ?» Émilie regarda David. Elle vit la terreur dans ses yeux gris, la peur de perdre l'enfant qu'il avait soigné depuis la première seconde de sa vie. Puis elle pensa à sa propre perte, aux 2 mois qu'elle avait passé à croire qu'Amélie était morte. « Je veux mon fils. Bien sûr que je le veux, mais... » Sa voix se brisa. « Mais Monsieur Sterling l'aime. Il a pris soin de lui, et moi. Je n'aurai aucune des ressources qu'il a. Je vis dans un appartement minuscule, je travaille à nettoyer des maisons. Je ne peux pas lui offrir la vie que David peut lui offrir. L'argent n'est pas la seule chose qui compte dans l'éducation d'un enfant. Mademoiselle Dubois. Je sais. Mais David est un homme bon, un père aimant, et Benjamin a une sœur qu'il adore. Comment puis-je les séparer? David prit la main d'Émilie impulsivement. Il y a une autre option, votre honneur. Laquelle? La garde partagée. Émilie pourrait emménager au manoir, non pas comme employée, mais comme la mère de Benjamin. Elle et moi élèverions l'enfant ensemble. Il aurait ses 2 parents, sa sœur. Stabilité. Monsieur Sterling, vous êtes toujours légalement marié à Madame Victoria Sterling. Je vais demander le divorce cette semaine même pour infidélité et tromperie. La juge regarda Victoria. Madame Sterling. Victoria se leva lentement. Ses yeux étaient vides, comme si quelque chose en elle s'était brisé de façon permanente. «
Je ne me battrai pas. Mon bébé est mort. L'enfant que je croyais être le mien ne l'est pas. Je n'ai plus rien à défendre. Liam tenta de s'approcher d'elle, mais Victoria le rejeta. Ne me touche pas. Tu savais qu'il pouvait y avoir une confusion. Les médecins te l'ont dit quand ils ont vu l'anomalie sanguine. Mais il t'arrangeait mieux que Benjamin soit le fils de David. Plus de scandales, plus de dommages à son entreprise. Victoria, mon bébé est mort à cause de toi. Si je n'avais pas été stressé par le fait de cacher la liaison, si j'avais eu de meilleurs soins prénatals, peut être que mon fils aurait survécu. Victoria se tourna vers la juge. Approuvez ce qui est le mieux pour Benjamin. Je pars pour Montréal. Je ne veux plus rien savoir de vous tous. Elle quitta la salle, escortée par sa mère. Liam la suivit du regard, et pour la première fois, parut vulnérable. Il avait tout perdu. Son fils était mort. La femme qu'il aimait le haïssait. Sa réputation était détruite par la corruption du docteur Moreau. La juge Sinclair réfléchit pendant plusieurs minutes. Voici ma décision temporaire, sujette à révision dans 6 mois. Émilie Dubois retrouve tous les droits maternels sur le mineur. David Sterling conservera la garde légale partagée pendant les 6 prochains mois, pendant qu'une dynamique familiale appropriée est établie. Mademoiselle Dubois, acceptez-vous de déménager à la résidence de Monsieur Sterling pour faciliter l'éducation conjointe? Émilie regarda David. Il acquiesça, serrant sa main. Oui, votre honneur, j'accepte. Qu'il en soit ainsi. La séance est levée. Le maillet tomba et avec ce son, tout changea. Émilie avait retrouvé son fils. David conservait l'enfant qu'il aimait. Et ensemble, d'une manière ou d'une autre, ils devaient trouver comment devenir une famille. En sortant du tribunal, les journalistes les encerclèrent. Les flashs crépitaient. Les questions fusaient de toutes parts. Mademoiselle Dubois, que ressentez-vous de retrouver votre fils? Monsieur Sterling, allez-vous divorcer de Victoria? Est-il vrai que vous vivez ensemble? David entoura Émilie de son bras protecteur, la guidant vers la voiture. Robert et le reste de l'équipe de sécurité bloquèrent les journalistes. Une fois à l'intérieur de la Mercedes, les vitres teintées les protégeant des regards curieux, Émilie s'autorisa enfin à pleurer. Elle pleura pour les 2 mois perdus, pour la douleur inutile, pour le bébé de Victoria qui était mort sans que personne ne le sache. « Je vais rattraper ce temps », jura-t-elle. « Chaque seconde que j'ai perdue avec Benjamin, je vais la récupérer. » David la serra dans ses bras. « Nous le ferons ensemble, je te le promets. » Et tandis que la voiture s'éloignait du tribunal vers le manoir de Bridle Path, vers le bébé qui les attendait, vers une vie qu'aucun des deux n'avait planifiée, mais qui était être exactement ce dont ils avaient tous deux besoin. Aucun ne remarqua la voiture noire qui les suivait à distance. À l'intérieur de cette voiture se trouvait Xavier Leblanc, le père biologique de Benjamin, celui-là même qui avait abandonné Émilie 2 ans auparavant. Il avait vu les nouvelles, il avait vu que son fils était vivant, et que maintenant ce fils vivait dans un manoir de millionnaire. Xavier sourit, en allumant une cigarette. Il avait travaillé dans la construction à Montréal pendant ces 2 années, survivant à peine, mais maintenant il avait un fils riche, un fils qui valait de l'or. Et Xavier Leblanc n'avait jamais été doué pour refuser les opportunités. 3 semaines après la résolution judiciaire, la vie au manoir Sterling avait trouvé un nouveau rythme. Émilie ne dormait plus dans la chambre de service. David lui avait donné la suite principale du 3e étage avec vue sur le jardin et une pièce annexe parfaite pour la pouponnière de Benjamin. L'adaptation n'avait pas été facile. Émilie se sentait encore mal à l'aise d'être servie par d'autres employés, dont beaucoup avaient été ses collègues 1 mois auparavant. Mais peu à peu, avec la patience de David et le soutien inconditionnel de Chloé, elle commença à sentir que elle appartenait à cet endroit. C'était un samedi matin de novembre. Émilie était dans le jardin avec Benjamin, profitant du soleil d'automne. Le bébé avait grandi de façon remarquable. Ses joues étaient pleines et roses. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il pesait déjà près de 5 kilogrammes. « Regarde, mon amour », lui disait Émilie, lui montrant les feuilles dorées qui tombaient des arbres. « L'automne est magique, n'est-ce pas ?» Il a l'air heureux. Émilie se retourna. C'était David qui marchait vers elle avec 2 tasses de café. Il portait un jean et un pull en laine, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci », dit-elle en acceptant la tasse. « Il grandit si vite. Parfois, j'ai peur de manquer un moment important. C'est pour ça que nous sommes ensemble dans ça, pour nous assurer qu'aucun de nous ne manque quoi que ce soit. » David s'assit sur le banc à côté d'elle. « Comment te sens-tu? Avec tout ça, je veux dire, regrettes-tu d'avoir accepté de déménager ici? Non, jamais. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a 3 mois, je nettoyais des planchers. Maintenant, je vis dans un manoir.
J'ai mon propre avocat. Les médias m'appellent la mère miracle. Tu es plus que cela, Émilie. Tu es courageuse, généreuse, incroyablement forte. Leurs regards se croisèrent. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose qui grandissait depuis des semaines, mais qu'aucun des deux n'osait nommer. David, commença Émilie, mais elle fut interrompue par Chloé, qui sortait en courant de la maison. Papa, Émilie, il y a un homme à la porte. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Il dit qu'il est le père de Benjamin. Le cœur d'Émilie s'arrêta. Quoi? David se leva immédiatement, son expression devenant sérieuse. Chloé, amène Benjamin à l'intérieur. Maintenant, la petite fille obéit, bien que clairement effrayée. Émilie suivit David vers l'entrée principale, où l'un des gardes de sécurité retenait un homme. Xavier Leblanc ressemblait exactement à ce dont Émilie se souvenait, mais en plus négligé. Il avait les cheveux plus longs, une barbe de plusieurs jours, des vêtements froissés, mais ses yeux couleur miel étaient les mêmes que ceux qui l'avaient captivé 2 ans auparavant. « Émilie, » dit Xavier avec ce sourire qui lui avait autrefois semblé charmant. « Tu as l'air bien, la vie de millionnaire te va bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Xavier ?» La voix d'Émilie tremblait d'une rage contenue. « Je suis venu rencontrer mon fils. J'ai des droits. Tu sais, j'ai vu les nouvelles. Tout Toronto sait que je suis le père biologique du bébé millionnaire. » David s'interposa entre Xavier et Émilie. « Le même bébé que tu as abandonné lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Tu n'as aucun droit ici. »« Oh, mais j'en ai. J'ai consulté un avocat. Je peux demander la garde partagée, les visites, la pension alimentaire. » Xavier sourit avec malice. « Où nous pouvons arriver à un accord plus civilisé. »« Combien veux-tu » demanda David directement. « 500 000 $ canadiens et la signature de documents renonçant définitivement à tous mes droits parentaux. C'est une bonne affaire, étant donné que je pourrais demander beaucoup plus devant les tribunaux. »« Tu es méprisable, » cracha Émilie. « Comment peux-tu faire ça? Utiliser ton propre fils pour faire chanter? Ce n'est pas mon fils, Émilie. C'est un moyen pour une fin. Je ne voulais pas être père il y a 2 ans et je ne veux pas l'être maintenant. Mais si l'univers me donne une chance d'améliorer ma vie, je serais stupide de ne pas la prendre. » David sortit son téléphone. « Charles, viens à l'entrée principale. Nous avons un intrus. »« Je ne suis pas un intrus, » protesta Xavier. « Je suis le père biologique. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Pas sur une propriété privée sans invitation. » 2 gardes de sécurité apparurent. « Escortez Monsieur Leblanc hors de la propriété. S'il revient, appelez la police. » Pendant qu'il l'emmenait, Xavier cria vers Émilie. « Réfléchis bien. Soit tu me paies, soit je te vois devant les tribunaux, et crois-moi, les juges favorisent les droits des pères biologiques. » Quand ils partirent enfin, Émilie s'effondra contre David, tremblante. Il la serra dans ses bras, la sentant sangloter contre sa poitrine. « Il ne peut pas me l'enlever. Pas après tout ça. Je ne peux pas perdre Benjamin une fois de plus. Tu ne le feras pas. Je te le promets. » David la serra plus fort. « Je vais parler à Robert. Nous trouverons un moyen de neutraliser Xavier. » Cette nuit-là, après avoir couché Benjamin et Chloé, David et Émilie se retrouvèrent dans le bureau avec Robert. « La situation est compliquée, » admit l'avocat. « Xavier a des droits biologiques. S'il demande un test de paternité formel et établit la garde, il a légalement droit à des visites au minimum. »« Et si nous le payons ?» demanda David. « Ce serait de l'extorsion, techniquement illégale. » Mais Robert fit une pause. S'il accepte volontairement de renoncer à ses droits en échange d'une somme convenue, en le présentant comme un accord mutuel, cela pourrait fonctionner. « Je ne veux pas lui donner un seul dollar, » dit Émilie avec amertume. « Il ne le mérite pas. Tu as raison, il ne le mérite pas. Mais parfois nous devons ravaler notre fierté pour protéger ce que nous aimons le plus. » David prit la main d'Émilie. « 500 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais pour moi, ce n'est rien comparé à la tranquillité d'esprit de savoir que Benjamin sera en sécurité. Et s'il revient en demandant plus? Et si cela ne s'arrête jamais ?» Robert intervint. « C'est pourquoi l'accord doit être blindé. Renonciation totale et irrévocable aux droits parentaux. Clause de confidentialité. S'il enfreint n'importe quelle condition, il doit rendre l'argent multiplié par 3. Prépare les documents, » ordonna David. « Mais enquête d'abord sur lui. Je veux tout savoir sur Xavier Leblanc, où il vit, où il travaille, s'il a des dettes, un casier judiciaire, tout. » Au cours des jours suivants, pendant qu'ils attendaient le rapport sur Xavier, la tension dans la maison était palpable. Émilie dormait à peine, vérifiant constamment les serrures, s'assurant que les gardes étaient en alerte. David remarqua les cernes sous ses yeux, la façon dont elles sursautaient au moindre bruit. Une nuit, il la trouva dans la chambre de Benjamin à 3 heures du matin, l'observant simplement dormir. « Tu ne peux pas vivre comme ça, » dit-il doucement depuis la porte.
J'ai peur qu'un jour je me réveille et qu'il ne soit plus là, que Xavier trouve un moyen de me l'arracher. » David entra dans la chambre et se tint à côté d'elle, regardant le bébé dormir paisiblement. « Émilie, j'ai quelque chose à te dire, et ce n'est peut-être pas le moment approprié. Mais si je ne le dis pas maintenant, je crois que je vais exploser. Qu'est-ce qui se passe? Ces 2 derniers mois, en te voyant avec Benjamin, en te voyant avec Chloé, en partageant tout avec toi, j'ai réalisé quelque chose. » Il se tourna pour la regarder directement. « Je suis tombé amoureux de toi. » Émilie sentit son cœur s'arrêter. « David, je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis toujours techniquement marié, même si Victoria a signé les papiers du divorce la semaine dernière. Je sais que tu as commencé comme mon employé, qu'il y a des différences de classe, d'âge, tout, mais rien de tout cela n'a d'importance pour moi. La seule chose qui compte, c'est que lorsque je suis avec toi, je sens que je suis enfin au bon endroit. Je ressens aussi quelque chose pour toi, admit Émilie, les larmes coulant sur ses joues. Mais j'ai tellement peur. Peur que ce soit trop rapide. Peur de tout gâcher. Peur qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tu as fait une erreur. La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas te le dire plus tôt. David lui essuya les larmes avec son pouce. Je ne te demande pas de nous marier demain. Je te demande juste de me donner une chance, de voir où cela nous mène. Émilie le regarda dans ses yeux gris, qui étaient passés de l'intimidation à la faire se sentir en sécurité. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, à la façon dont il ne l'avait jamais traité comme inférieur, à la façon dont il aimait Benjamin comme s'il était le sien. « D'accord, » murmura-t-elle. « Une chance. » David sourit, et à ce moment-là, avec la lumière de la lune entrant par la fenêtre, et Benjamin dormant entre eux, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser rempli de promesses et d'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent, Émilie appuya son front contre le sien. « Qu'allons-nous faire avec Xavier? Nous allons lui donner son argent. Nous allons lui faire signer ses papiers et ensuite, nous allons oublier qu'il existe. » David lui donna un autre baiser sur le front. « Et nous allons être une famille. Toi, moi, Benjamin et Chloé, une vraie famille. » Le lendemain, Robert arriva avec son rapport sur Xavier. Il avait des dettes de jeu de 100 000 $. Il avait vécu avec différentes femmes à Montréal. Aucune relation durable, emploi temporaire, rien de stable. C'est un perdant à la recherche d'un coup de chance, conclut Robert. Mais cela le rend dangereux. Les désespérés sont imprévisibles. Alors donnons-lui ce qu'il veut, décida David. Mais avec nos conditions et avec une supervision policière présente lorsqu'il signera les documents. La réunion fut prévue pour le lundi suivant dans le bureau de Robert, avec un notaire présent et 2 policiers comme témoins. Xavier Leblanc signa la renonciation totale à ses droits parentaux sur Benjamin. 500 000 $, dit Xavier, vérifiant le virement bancaire sur son téléphone. Plaisir de faire affaire avec vous. Si tu t'approches à nouveau d'Émilie, de Benjamin ou de tout membre de ma famille, ce virement est annulé automatiquement et nous te poursuivons en justice pour 3 fois le montant. Compris? La voix de David était froide comme de l'acier. Parfaitement compris. Ne vous inquiétez pas, vous ne me reverrez plus jamais. Xavier regarda Émilie une dernière fois. J'espère que tu seras heureuse, vraiment. Tu as toujours été trop bien pour moi. Et avec cela, il sortit de leur vie pour toujours. Émilie sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. David la serra dans ses bras là, dans le bureau. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est enfin fini. » Mais tandis qu'ils célébraient leur victoire, aucun ne remarqua l'enveloppe qui était arrivée ce matin-là au manoir. Une lettre envoyée de Montréal. Elle venait de Victoria, et ce qu'elle contenait allait tout changer une fois de plus. La lettre de Victoria resta non ouverte sur le bureau de David pendant 2 jours. Chaque fois qu'il passait devant elle, il ressentait un mélange de curiosité et de crainte. Finalement, un après-midi, tandis qu'Émilie était dans le jardin avec les enfants, il prit son courage à 2 mains et l'ouvrit. « Cher David, je sais que je ne mérite pas ton attention, encore moins ton pardon, mais j'ai besoin de t'écrire ceci avant de pouvoir avancer dans ma vie. Depuis des mois, je suis en thérapie intensive. Ma psychiatre dit que je souffre de dépression sévère et que je l'ai probablement eue pendant des années sans la traiter. Cela n'excuse pas mes actions, mais peut-être les explique. Je ne t'ai jamais aimé comme tu méritais d'être aimé. Je me suis marié avec toi pour de mauvaises raisons. Sécurité, statut, échapper aux attentes de ma famille. Et quand je suis tombée enceinte de Liam, j'ai paniqué, non pas à cause du bébé, mais à cause de la peur de perdre tout ce que j'avais construit. L'ironie est cruelle. Le bébé que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, celui que j'ai senti bouger, celui que j'ai rêvé de connaître, est mort et je ne l'ai jamais su.
Pendant 2 mois, j'ai cru que mon fils était vivant, qu'il me rejetait simplement en tant que mère. Maintenant, je comprends que l'univers m'a puni de la manière la plus douloureuse possible. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. J'écris parce que je veux que tu saches qu'Émilie est tout ce que je n'ai jamais pu être. Elle est authentique, aimante, courageuse. Prends soin d'elle et dis-lui que je suis désolé pour toute la douleur que je lui ai causée. J'écris aussi parce que je dois te dire quelque chose à propos de Chloé. Elle n'a jamais été seulement la fille de ta première femme pour moi. Elle était un rappel constant que je n'étais pas la première, que je ne serais jamais suffisante. Mais maintenant, en thérapie, je réalise à quel point j'ai été cruel avec une enfant innocente qui ne voulait qu'être aimée. Si tu peux, dis-lui que je suis désolé, qu'elle a toujours mérité plus que ce que je lui ai donné. J'ai décidé de rester à Montréal. Ma famille a des liens ici et je vais prendre un nouveau départ. Être qu'un jour je pourrais me regarder dans le miroir sans me haïr. Le divorce est signé. Je ne veux rien de toi, je veux juste la paix. Prends soin de Benjamin et dis à Émilie que grâce à elle, je sais maintenant ce qu'est le véritable amour maternel. Je l'ai vu dans chaque regard qu'elle donnait à ce bébé, même quand elle croyait qu'il n'était pas le sien. Avec regret et quelque chose qui ressemble à de la gratitude, Victoria. David termina de lire les larmes aux yeux. C'était étrange. Il avait détesté Victoria pendant des semaines. Mais cette lettre montrait une femme brisée, confrontant enfin ses démons. Cette nuit-là, après le dîner, il réunit tout le monde dans le salon. Émilie, Chloé et Benjamin dans sa couverture de jeu sur le sol. « J'ai reçu une lettre de Victoria », annonça-t-il. « Chloé, il y a quelque chose qu'elle veut que tu saches. » Il lut la partie pertinente de la lettre à l'enfant. Chloé écouta en silence, digérant les mots. « Elle est vraiment désolée ?» demanda-t-elle finalement. « Je crois que oui, princesse. Les gens font des erreurs, parfois de très grosses erreurs, mais l'important est de savoir s'ils en tirent des leçons. » Chloé resta pensive un instant. Puis elle s'approcha d'Émilie et se blottit contre elle. « Je suis contente que tu sois là. Tu es une meilleure maman que Victoria. » Émilie serra l'enfant dans ses bras, sentant les larmes menacées de couler. « Je n'essayerai jamais de remplacer ta vraie maman, Chloé, mais je te promets que je t'aimerai toujours. »« Je sais. C'est pourquoi je t'appellerai maman Émilie, comme le font les enfants avec leur belle-mère dans les films, mais de la belle manière. » David observait la scène, le cœur plein. Sa famille brisée s'était reconstruite de la manière la plus inattendue. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Les mois suivants apportèrent de beaux changements. Le divorce de David fut finalisé en janvier. En mars, il demanda officiellement Émilie en mariage dans le même jardin où elle avait sauvé Benjamin cette première nuit. « Je sais que c'est rapide », dit David, s'agenouillant avec une bague en diamant qui avait appartenu à sa mère, sa première épouse. « Je sais que tout cela a été une folie, mais je sais aussi que je ne veux pas passer un seul jour de plus sans que tu sois officiellement ma famille. » Émilie pleura, rit et dit oui 1000 fois. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en mai, avec seulement des amis proches et de la famille. Chloé était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une belle robe couleur lavande. Benjamin, maintenant âgé de 8 mois, rampait partout dans son petit costume. La mère d'Émilie voyagea depuis le Nouveau-Brunswick, ne pouvant toujours pas croire le tournant qu'avait pris la vie de sa fille. « Ma fille, l'employée de maison qui épouse un millionnaire, disait-elle en larmes, c'est comme un conte de fées. »« Ce n'est pas un conte de fées, maman, » corrigea Émilie. « Les contes de fées n'ont pas autant de douleur. C'est la vraie vie. Compliquée, douloureuse, mais aussi belle. » Pendant la réception, David fit un discours qui fit pleurer tout le monde. « Il y a 1 an, ma vie était parfaite sur le papier. J'avais de l'argent, du succès, une famille qui était belle sur les photos, mais j'étais vide à l'intérieur. Puis Émilie est arrivée, une femme qui avait tout perdu, mais qui avait encore de la place dans son cœur pour sauver mon fils. Nous ne savions pas alors que c'était son fils aussi. Peut-être que le destin le savait. Peut-être y avait-il une raison pour laquelle elle était exactement là où elle devait être cette nuit-là. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que certaines personnes sont destinées à se rencontrer. Et j'étais destiné à rencontrer cette femme extraordinaire, qui m'a appris que le véritable amour n'a rien à voir avec le sang, l'argent ou le statut. Il s'agit d'être présent, de choisir de rester, d'aimer inconditionnellement. Il leva son verre. À Émilie, la femme qui a sauvé mon fils et moi-même par la même occasion. Tous trinquèrent, les larmes aux yeux. 6 mois après le mariage, Émilie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, David fut à chaque rendez-vous médical. Il lui tenait la main pendant chaque échographie, et lorsque leur fille naquit en février de l'année suivante, une petite fille parfaite avec les yeux d'Émilie et le sourire de David, ils l'appelèrent Amélie Chloé Sterling Dubois.
Amélie pour le bébé qu'Émilie pensait avoir perdu. Chloé parce que, malgré tout, elle était la sœur qui avait soudé cette nouvelle famille. Chloé adorait sa nouvelle petite sœur et Benjamin, maintenant âgé d'1 an et demi, la regardait avec cette curiosité enfantine précieuse. « Nous sommes une grande famille », dit Chloé un après-midi alors qu'ils étaient tous dans le jardin. Étrange mais grande. La meilleure sorte de famille convint Émilie avec Amélie dans ses bras et Benjamin jouant à ses pieds. David l'étreignit par derrière, embrassant sa tête. « Tu te souviens de cette nuit où tu as frappé à ma porte en proposant ton aide ? Chaque jour. Ce fut la nuit où tout a changé. Ce fut la nuit où un bébé millionnaire ne voulait rien manger et où une femme de ménage lui a donné du lait maternel et il a été sauvé. Mais il n'a pas seulement été sauvé. Nous l'avons tous été. » Émilie se tourna pour le regarder. « Crois-tu que Victoria va bien ? J'espère que oui. J'ai reçu un message d'elle il y a 1 mois. Elle est fiancée à un architecte de Montréal. Elle a l'air heureuse, ou du moins en paix. Je suis contente pour elle. Tu as un cœur trop généreux. Non, je comprends juste que nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. Victoria a perdu son bébé. J'ai retrouvé le mien. La vie est étrange comme ça. Cette nuit-là, après avoir couché les 3 enfants, David et Émilie s'assirent sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles au-dessus de Toronto. « As-tu déjà imaginé que ta vie serait comme ça ?» demanda David. « Jamais. Même dans mes rêves les plus fous. Il y a 2 ans, je nettoyais des maisons, enceinte et seule. Maintenant, je suis marié à l'homme que j'aime. J'ai 3 beaux enfants. Je vis dans un manoir. C'est surréaliste. Es-tu heureuse ?» Émilie y réfléchit un instant. Elle pensa à toute la douleur qu'elle avait traversée, la perte, le deuil, l'humiliation. Mais elle pensa aussi à Benjamin qui riait, à Chloé qui l'appelait maman Émilie, à Amélie qui dormait paisiblement dans son berceau, à David, son mari, son partenaire, son amour. « Je suis plus qu'heureuse, je suis complète. » David l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait des promesses de matin ensemble, de défis qu'ils affronteraient unis, d'amour qui grandirait avec les années, car au final, l'histoire n'avait jamais été celle d'un bébé millionnaire qui ne mangeait pas. Elle avait été celle de trouver une famille dans les endroits les plus inattendus, de l'amour qui transcende la biologie, des secondes chances et des destins entrelacés. Elle avait été celle d'une femme qui a tout perdu et qui a trouvé plus que ce qu'elle n'avait jamais rêvé, et d'un homme qui avait tout et qui a découvert qu'il n'avait rien jusqu'à ce qu'il trouve le véritable amour. Cette nuit-là, tandis que Toronto dormait et que les étoiles brillaient au-dessus du manoir de Bridle Path, la famille Sterling Dubois se reposait en paix, complète, guérie et enfin chez elle. Fin.